Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle après-midi de webinaire AWS. Au programme de cet après-midi, 2 sessions sur EC2, une première session sur un nouveau service lancé à reInvent qui s'appelle EC2 System Manager, qui permet de gérer ces flottes d'instances EC2. Et puis en deuxième partie de session, un deep dive EC2 centré sur les performances et l'optimisation, avec du contenu très technique, mais vous le verrez, un ensemble de solutions et d'astuces pour obtenir les meilleures performances sur vos instances. Mais commençons avec ce premier sujet, EC2 System Manager. Donc cette session est une session d'introduction. Je vous donnerai en fin de présentation des liens vers des sessions plus avancées qui vous permettront d'approfondir l'usage de Systems Manager. Mais pour ce qui est de cette session-là, c'est vraiment une session de découverte. Donc on va évidemment commencer par parler du service lui-même, des problèmes qu'il essaie de résoudre, de ses principales fonctionnalités. Ensuite, nous rentrerons un petit peu dans les détails de la configuration et de l'utilisation de Systems Manager. Et assez vite, j'essaierai de vous amener sur une démo pour vous montrer quelques exemples d'utilisation de System Manager. Et bien sûr, on prendra vos questions. J'en profite pour remercier Hugo qui m'accompagne comme d'habitude pour organiser ces webinaires. Merci beaucoup pour la logistique. Voilà, on a une très belle installation. Alors le premier point qu'il est quand même bon de rappeler, c'est avant même de parler de System Manager, c'est finalement de rappeler une fois de plus, de refaire le constat que le cloud, c'est devenu vraiment la nouvelle règle, le nouveau standard, et que des entreprises, des sociétés de toute taille migrent activement vers le cloud aujourd'hui pour profiter des bénéfices que vous connaissez sans doute déjà, qui sont l'agilité, la capacité à innover rapidement à la même vitesse que les startups, la capacité à optimiser ses coûts d'infrastructure au travers différents mécanismes comme les instances réservées, l'autoscaling, etc. Et puis la capacité à déployer rapidement la même plateforme partout dans le monde, dans les 16 régions AWS. Et donc cette migration en masse, cette migration rapide des entreprises vers le cloud, ça les amène souvent à déplacer évidemment leurs ressources physiques, leurs ressources serveurs, stockage, bases de données, etc., à les déplacer vers le cloud. Et assez souvent, en particulier dans le cas des grandes entreprises, ça se traduit par une phase hybride où peut-être pendant le temps de la migration ou peut-être plus durablement, on va devoir gérer des serveurs, des applications, de l'infrastructure qui va exister finalement des deux côtés, dans les deux mondes, qui va exister dans le monde du data center physique et qui va exister dans le cloud. Et évidemment, ça pose la question de la gestion et du pilotage de cette infrastructure avec des outils historiques qui sont malheureusement la plupart du temps inadaptés aux environnements hybrides et aux environnements cloud. Et ce point nous a été remonté par de nombreux clients. C'est que lorsqu'on migre vers le cloud, on ne peut pas ou on ne peut que très rarement continuer à utiliser les mêmes outils. Parfois, c'est juste impossible, les outils ne le supportent pas. Et quand c'est possible, c'est relativement complexe. Le caractère extrêmement dynamique du cloud, l'autoscaling, etc., rend la vie assez difficile aux administrateurs système et aux équipes Ops. Tout simplement parce que les outils historiques n'ont pas été conçus pour gérer des flottes d'instances extrêmement dynamiques. Ils n'ont pas été conçus pour scaler à l'échelle du cloud. Et par conséquent, ça rend
Ça rend la gestion globale de l'infrastructure difficile. Ça rend compliqué la vue unique de l'infrastructure, sur l'infrastructure, entre la partie data center et la partie cloud. Et dans tous les cas, c'est de la complexité accrue, ce sont des coûts accrus. Et donc, nos clients nous ont demandé de leur construire un nouveau service qui leur permettrait de simplifier la gestion de leur infrastructure, d'unifier la gestion de leur infrastructure entre le data center et le cloud. Et ce service, c'est le service donc EC2 Systems Manager, qui est un ensemble d'outils qui vont vous permettre de gérer, de configurer et d'automatiser le pilotage de vos instances, Windows et Linux, alors avec des nuances qu'on évoquera tout à l'heure, et surtout qu'elle s'exécute dans l'environnement AWS au sein de C2 ou qu'elle s'exécute dans les data centers. Donc c'est vraiment le premier point important à retenir sur EC2 System Manager, c'est que certes c'est un service AWS, mais il a été conçu pour piloter aussi bien des instances qui s'exécutent au sein de C2 que des instances qui vont s'exécuter dans vos data centers et dans vos locaux. Donc c'est vraiment, et on le verra, on verra tout à l'heure comment configurer tout ça. Où se positionne System Manager dans le cycle de déploiement de votre infrastructure. Donc voici les 5 grandes étapes qu'on peut voir traditionnellement chez nos clients. D'abord, la première étape qui est une étape de construction de l'infrastructure à proprement parler, donc du déploiement des instances, du déploiement des VPC, etc. etc. Et là, la façon la plus automatique de le faire, c'est d'utiliser CloudFormation ou Service Catalog pour fournir des stacks applicatifs toutes prêtes. La deuxième étape, ça va être de configurer les instances elles-mêmes, donc de déployer des services, de déployer des frameworks applicatifs, d'installer des packages, etc. etc. Et c'est là que System Manager va s'insérer. Au même titre, par exemple, que OpsWorks, qui vous permettrait d'utiliser une architecture chef et des recettes chef pour provisionner vos applis. Donc vraiment, le System Manager, c'est un service qui intervient tôt dans la construction de notre infrastructure. Une fois que les instances ont été démarrées et qu'elles sont accessibles, eh bien, vous pouvez utiliser System Manager pour y installer des packages, y installer des patchs, etc. Tout ce qu'on va voir. Bon, et puis les étapes suivantes, ce sont évidemment le monitoring, la compliance avec config, dont on reparlera tout à l'heure, puisque vous verrez que config est intégré avec System Manager. Et puis ensuite, l'optimisation des coûts, l'optimisation de la sécurité et d'autres sujets avec, par exemple, Trusted Advisor. OK, donc EC2 System Manager, c'est vraiment un outil qui va intervenir tôt dans le cycle. Alors pourquoi est-ce qu'il est intéressant ? Alors je l'ai déjà dit, il a été conçu pour des archis hybrides, donc il va vous permettre de piloter aussi bien des instances qui tournent dans EC2 que des serveurs déployés chez vous. Il est cross-platform, il fonctionne avec Linux et Windows dans tout un tas de versions. Il est scalable. Vous savez que la scalabilité pour AWS est toujours un point important. Donc si vous avez des flottes de milliers d'instances, vous pourrez les gérer avec EC2 System Manager. C'est pas du tout un gadget, un outil destiné à gérer quelques instances. Il a vraiment été conçu pour gérer de très très grosses flottes de très grandes entreprises. C'est un outil qui est sécurisé. On en dira peut-être un mot un peu plus tout à l'heure. Surtout, c'est un outil qui est relativement simple à utiliser. Alors, on verra tout à l'heure comment l'utiliser dans la console, mais vous verrez que vous pouvez définir des procédures automatisées pour installer des applications, des patchs, etc. Et que ça se fait avec une syntaxe qui est plutôt simple. Et puis, c'est un outil qui est économique. Pardon ? Ok, bon, on est désolé pour ça, on coupera au montage. Alors, où est-ce que j'en étais ? Les inconvénients du direct, comme dirait l'autre. Alors, oui, on en était là, très bien, c'est bon. C'est reparti, rien ne nous arrête. Donc,
Pourquoi est-ce que System Manager est intéressant? Donc il est intéressant parce qu'il a été conçu spécifiquement pour de l'hybride, donc des instances qui tournent au sein d'AWS et des serveurs qui fonctionnent dans vos data centers. Il est cross-platform, il fonctionne avec un ensemble de versions de Windows, un ensemble de versions de Linux. Il est scalable, il a été conçu pour piloter des très grosses flottes, des flottes de milliers et des milliers d'instances. On imagine bien que c'est un service qui va être plutôt utilisé par des grosses entreprises, donc il est important qu'on s'adapte à l'envergure de leur infrastructure. Bon, c'est un service qui est sécurisé, qui va vous permettre d'utiliser des secrets. On verra tout à l'heure rapidement comment faire ça, comment stocker de manière sécurisée des secrets, des chaînes de connexion, etc. Il est facile à utiliser, il est facile à automatiser. On verra comment, avec des documents, vous pouvez décrire des procédures d'automatisation pour l'installation de vos instances. Et il est économique, puisque son utilisation ne vous coûte rien. Un peu comme un CloudFormation ou d'autres services de ce type. Tout simplement, vous ne payez rien lorsque vous utilisez EC2 System Manager. Vous payez l'utilisation de vos instances et c'est tout. Rentrons un petit peu dans le détail. System Manager, avant tout, est un outil qui va vous permettre de déployer, de configurer et d'administrer vos instances au travers de deux mécanismes. La run command, que vous connaissiez peut-être déjà, qui était déjà disponible en tant que tel et qui est maintenant intégré dans le System Manager, et le State Manager, qui va permettre finalement de garantir qu'un sous-ensemble de vos instances que vous aurez défini et dans une configuration connue. La deuxième grande famille de fonctionnalités de System Manager, sont les fonctionnalités qui vont vous permettre de suivre et de visualiser la configuration de vos instances. Donc on a une fonctionnalité d'inventaire qui est intéressante, que je vous montrerai tout à l'heure, une fonctionnalité de gestion de patch, qui vous permet de gérer de manière très fine les patchs qui sont installés sur vos instances. Vous pouvez les sélectionner ou faire des listes d'exclusion, etc. Et puis, vous pouvez définir des automatisations pour construire en particulier vos AMI. Et au milieu de tout ça, on a un ensemble de fonctionnalités partagées qui sont les fenêtres de maintenance et l'entrepôt de paramètres que je vous montrerai aussi. Ok, donc je vous propose de regarder un petit peu plus en détail ces différentes fonctionnalités. Et puis, on va aller vite vers la démo parce que c'est un outil qui est amusant, on a envie de le voir tourner. Alors, la run command, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui était déjà disponible. C'est une fonctionnalité qui vous permet, comme son nom l'indique, d'exécuter des scripts, donc soit des scripts shell, soit des scripts PowerShell, sur une flotte d'instances. Alors vous allez me dire, bah oui, mais pourquoi je ne ferais pas des SSH ou du RDP? Précisément parce que pour faire ça, il va falloir gérer des secrets et que c'est compliqué. Et imaginez que vous deviez exécuter un script Windows ou Linux sur 200 instances. Il faudrait que vous ayez un accès SSH ou RDP sur ces 200 instances, potentiellement avec des clés différentes, etc. Donc tout ça est relativement délicat. Donc la command run, c'est vraiment un outil d'exécution de script en masse sur la base d'une procédure qui va être décrite dans un document de JSON qui va simplement lister les étapes que vous voulez effectuer au sein de cette commande. Et donc l'ensemble des automatisations, l'ensemble des opérations qu'on va effectuer avec System Manager vont s'appuyer sur la run command. Okay, mais vous pouvez toujours utiliser la run command de manière indépendante. Si vous le faisiez déjà, ça n'a pas changé. La deuxième fonctionnalité, c'est, donc je le dis tout à l'heure, le State Manager. Donc le State Manager, comme son nom l'indique, il va viser à maintenir une configuration cohérente sur vos instances en termes d'OS et d'application. Donc on verra tout à l'heure, il y a tout un tas de règles qui sont déjà prédéfinies. Vous pouvez veiller à ce que Windows Update soit bien activé sur les instances. Vous pouvez veiller à ce qu'une liste de patchs précise soit appliquée, etc., etc. Donc là aussi, on va définir, alors soit utiliser des policies déjà définies, il y en a quelques-unes, je vous les montrerai, soit vous pourrez écrire vos propres règles et les appliquer à intervalles périodiques.
sur un ensemble d'instances que vous aurez défini. On va voir comment. Okay, donc c'est vraiment une façon d'homogénéiser la configuration de ces OS et de ces applications sur un grand nombre d'instances avec un unique point d'entrée. Le troisième service, donc c'est ce Automation Service qui vise, lui, à vous simplifier la vie en termes de construction d'AMI. On sait que c'est un sujet important lorsqu'on fait en particulier du déploiement continu et de la livraison en continu. On en avait parlé dans les webinaires du mois précédent. La fameuse construction de ces AMI, bon, qu'on peut faire avec des outils open source. On avait parlé de Packer ou d'Aminator, autre chose comme ça. Mais bon, qui nécessite la mise en place d'un workflow spécifique pour le faire. Mais aujourd'hui, vous pouvez envisager de la remplacer par l'utilisation de ce Automation Service. Donc, il va partir d'une AMI de base, une AMI Linux ou une AMI Windows. Et au-dessus de cette AMI de base, vous allez pouvoir appliquer un ensemble d'étapes, d'application de patch ou d'installation de package, etc., pour fabriquer une nouvelle AMI. Donc et on peut faire une intégration avec Lambda, etc., etc. Donc c'est une alternative finalement au workflow que vous aviez pu mettre en place vous-même et qui peut, dans certains cas, vous simplifier la vie. Donc à regarder si vous avez cette problématique de construction de Golden AMIs, enfin d'AMI de référence qui vous sert ensuite à faire le déploiement de vos applications. Alors, j'ai parlé plusieurs fois de documents et il faut préciser quand même de quoi on parle là. Donc, les documents, ce sont tout simplement des documents en JSON qui vont lister eh bien, les différentes étapes et les différentes commandes que vous souhaitez appliquer au sein de vos workflows d'automatisation ou au sein de vos règles de gestion d'état. Okay, donc une syntaxe vraiment toute simple, absolument pas besoin d'être développeur pour écrire ce genre de choses. C'est vraiment, c'est pas un langage, c'est vraiment que de la description. On en regardera quelques exemples tout à l'heure. Alors un problème qui vient souvent sur la table dans ces discussions, c'est comment est-ce qu'on stocke les secrets. On a besoin peut-être d'une clé pour accéder à un serveur, ou on a besoin d'une chaîne de connexion de base de données. Voilà, il y a tout un tas comme ça de paramètres infrastructure qu'on peut avoir besoin d'utiliser et de déployer dans des phases d'automatisation d'infrastructure. Et bon, on sait que c'est délicat, donc on peut imaginer 1000 façons de le faire. Mais ici, au sein de System Manager, on vous propose d'utiliser donc l'entrepôt de paramètres, le parameter store, qui va vous permettre de stocker de manière centralisée et surtout sécurisée tous ces paramètres d'authentification, ces chaînes de connexion, etc., etc. Et vous pourrez vous y référer dans les scripts que vous exécuterez via la run command ou dans le state manager, etc., etc. Ok, donc c'est un entrepôt tout simplement pour les paramètres de configuration d'infrastructure. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les chiffrer avec KMS, KMS dont on a parlé aussi dans les webinars il y a quelques temps. Donc un service qui vous permet de chiffrer des données sensibles avec soit les clés que nous avons créées dans votre compte, soit vos propres clés que vous aurez importées dans KMS. Voilà, donc s'il y a des mots de passe, s'il y a des choses sensibles, vous pouvez les protéger de la sorte. Puis dernier point, si je ne m'abuse, donc c'est la notion de fenêtre de maintenance. Quand on parle d'installation de patch, de Windows Update, etc., on se pose vite la question de quel est le bon moment pour le faire. Généralement, on va essayer de faire ça dans des périodes plutôt creuses pour ne pas perturber l'activité de l'entreprise et ne pas impacter des instances ou des serveurs qui peuvent être critiques. Donc voilà, de manière assez naturelle, vous allez pouvoir définir des fenêtres de maintenance, des jours, des heures, des durées, et les intégrer là aussi avec les commandes et les scripts que vous exécuterez via les différents outils de System Manager. Dernier point, l'inventaire. Donc l'inventaire, ça aussi c'est un problème récurrent lorsqu'on a des flottes de serveurs de taille croissante. C'est de savoir qu'est-ce qui est installé, à quel endroit, qu'est-ce qui tourne, et aussi bien sur Windows que sur des instances Linux.
d'essayer d'avoir une vision précise de, des packages et de la configuration de ces packages sur chacune des instances. Alors là aussi, on a différentes façons de le faire, mais via le service d'inventaire, vous verrez qu'il y a une façon vraiment très simple d'énumérer les informations sur l'instance, d'énumérer toutes les applications, tous les packages installés, les patchs installés, la configuration réseau, etc. etc. Donc là, il y a une règle qui est toute faite pour ça, prédéfinie. Bien sûr, vous pourrez la customiser en modifiant le document JSON. Et chose intéressante, cet inventaire est intégré avec AWS Config. Donc AWS Config, qui est un service AWS qui enregistre toutes les modifications de configuration qui sont faites sur les ressources AWS, et dans ce cas précis, sur les instances EC2. Et donc, vous pourrez voir dans Config l'historique de l'évolution de l'inventaire au fil du temps. Voilà, donc, vous pourrez avoir à la fois la vue instantanée de l'inventaire et dans Config, finalement, l'historique de ces modifications. Alors, le patch manager, comme son nom l'indique, il va vous permettre d'appliquer des ensembles de patchs. Alors, ici, c'est sans doute la seule différence entre Linux et Windows dont je parlerai aujourd'hui, c'est que pour l'instant, cette fonctionnalité de Patch Manager n'est supportée que sur Windows, différentes versions de Windows, mais pas sur Linux. Donc on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on peut quand même, évidemment, faire des mises à jour sur des instances Linux. Mais le Patch Manager, lui, va avoir une granularité extrêmement fine, c'est-à-dire que quand vous le consultez, vous voyez la liste de tous les patchs disponibles pour toutes les versions de Windows. Vous voyez l'identifiant de la knowledge base Microsoft, etc. Et donc vous pouvez soit bâtir des listes explicites d'identifiants de patch que vous voulez appliquer, des listes explicites de patch que vous ne voulez pas appliquer. Vous pouvez choisir des catégories de patch. Donc est-ce que c'est un patch de sécurité? Est-ce que c'est un patch applicatif? Vous pouvez choisir en fonction des sévérités. Est-ce que ce sont des patchs critiques, importants, mineurs, etc. Et vous pouvez définir des périodes entre guillemets, de rétention, des périodes d'attente pendant lesquelles les patchs, même s'ils sont disponibles, ne sont pas appliqués. Alors peut-être que les patchs de sécurité, vous voudrez les appliquer au plus vite, et puis des patchs applicatifs ou de sévérité plus faible, peut-être que vous direz, ok, j'attends 5 jours, 8 jours, 10 jours, histoire de ne pas essuyer les plâtres si jamais ce patch lui-même avait un problème. Okay, donc une fonctionnalité vraiment intéressante, mais pour l'instant uniquement disponible sur Windows. Donc voilà pour les principales fonctionnalités que je vais vous montrer très vite. Et juste je rappelle que donc, ce service ne vous coûte rien. Il est disponible de manière assez globale dans les 4 régions publiques US, en Amérique du Sud, dans la région irlandaise, la région allemande et dans 4 régions en Asie-Pacifique. Donc voilà, relativement bien distribué au sein de nos régions. J'ai mentionné tout à l'heure que il fallait que vous pouviez utiliser EC2 System Manager avec des serveurs physiques déployés dans votre data center. Et peut-être vous vous êtes dit, mais comment ça marche? Eh bien, ça marche en déployant un agent. Donc pour que le System Manager puisse envoyer des requêtes à votre instance ou à votre serveur physique, eh bien, il faut que l'agent, le System Manager Agent, soit déployé sur cette instance. L'installation de l'agent lui-même ne pose vraiment aucun problème. Ça s'installe en 5 secondes. Il y a juste un point, j'ai envie de dire comme d'habitude, à garder en tête, c'est que évidemment, il faut que votre instance EC2 possède un rôle qui lui attribue les permissions nécessaires pour se connecter à EC2 System Manager. Donc il y a des rôles il y a des stratégies IAM prédéfinies pour ça. Donc il suffit de les intégrer dans le rôle que vous attachez à vos instances et ça marche sans problème. Voilà, je vous ai mis les liens sur la doc, mais franchement pas de souci. Mais retenez quand même que pour qu'une instance ou qu'un serveur physique soit pilotable avec System Manager, il faut que l'agent soit installé. Okay. Alors en termes d'OS supportés, on supporte les principaux OS Linux, donc évidemment Amazon Linux, Ubuntu, y compris dans des versions un petit peu anciennes, Red Hat Linux en version 6 et 7 et CentOS en version 6 et 7. Okay.
Voilà, je rappelle, parce que évidemment, quand j'ai commencé à travailler sur la démo, je me suis fait avoir, que vous devez absolument installer l'agent pour que ces instances puissent communiquer. Sinon, bien, vous ne les verrez tout simplement pas apparaître dans la console de System Manager. Okay, donc pensez à bien installer l'agent. Une façon simple de le faire, c'est peut-être de le faire au démarrage de l'instance, à la création de l'instance en user data. Il y a une commande à insérer pour que l'agent s'installe et démarre, et c'est tout. Et puis, vous n'y penserez plus. Pour Windows, on supporte toutes les versions de Windows de 2003 à 2016, en incluant les R2. Là, il y a une petite différence, c'est que sur les images Windows 2016 qui sont gérées par Amazon, que vous voyez dans la console lorsque vous lancez vos instances, l'agent est préinstallé. Okay, donc, si vous lancez du serveur 2016 via nos images, il n'y a rien à faire. Si vous lancez d'anciennes versions de Windows ou vos propres versions de Windows, là, il faut là aussi penser à installer l'agent. Okay. Très bien. Bah, écoutez, voilà, on va passer à la démo, qui est quand même la partie la plus intéressante. Ok, alors on va... Donc là, je suis dans la console EC2. Et donc le System Manager, il se trouve un peu plus bas. Voilà. Donc vous allez dans la console EC2 et vous allez voir, il y a deux blocs. Ce premier bloc là, qui est donc la liste des services. C'est là qu'on va lancer les commandes. Et puis un deuxième bloc qui est là, qui s'appelle les Shared Resources, donc qui sont finalement les données de référence, les documents, les fenêtres de maintenance, etc. Enfin, toutes les entités que vous allez créer pour pouvoir lancer vos commandes. OK ? Alors, on va regarder un exemple tout de suite, parce que comme ça va concrétiser la chose. Donc là, on a la run commande qui existait déjà, et vous voyez que j'en ai déjà ici tout un tas qui ont été lancés. Hein, c'est vraiment le pilier de ce service, hein, c'est la capacité à lancer des commandes sur des instances. Donc, on pourrait faire... run commande et puis lancer une commande directement, mais on va plutôt aller voir directement le State Manager, qui est plus intéressant. Et là, on va voir comment créer ce qu'on appelle une association, si la console veut bien se charger. Merci. Donc une association qui est un ensemble de commandes qu'on va exécuter sur un ensemble d'instances. Alors j'en ai créé quelques-unes ici, on va les regarder après. Je vais vous montrer comment on crée une association. Donc on clique sur le beau bouton bleu. Et là vous voyez déjà les associations prédéfinies. Okay, donc ça, ce sont un ensemble d'opérations qui sont déjà définies via des documents de JSON et que vous pouvez déjà utiliser. Donc par exemple, configurer Windows Update, trouver des nouvelles updates Windows, installer une application, qu'est-ce qu'on a d'autre, joindre une instance à un Active Directory, faire des inventaires, enfin bon, on va pas toutes les faire, mais vous voyez, voilà, il y en a déjà un certain nombre. Donc, on va en prendre une au hasard. Donc ça, là, vous allez appliquer la liste des commandes qui sont dans cette procédure. Et ensuite, vous allez sélectionner les instances sur lesquelles les appliquer. Alors, vous pouvez les sélectionner manuellement. OK, donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez la liste des instances de la région qui exécute l'agent. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous oubliez d'installer l'agent ou s'il est arrêté, eh bien, vous ne verrez pas votre instance ici. Donc, si jamais vous avez ce problème-là, vérifiez bien que l'agent tourne. OK ? Donc, on pourrait sélectionner manuellement des instances et dire, voilà, je vais appliquer sur ça. Si vous avez un grand nombre d'instances, il est peu probable que vous fassiez ça. Vous pouvez aussi les sélectionner par un tag. Donc, je pourrais dire, là, j'ai posé un tag qui s'appelle plateforme, Windows 2016. Voilà. Et là, eh bien, je vais appliquer cette action à toutes les instances EC2 qui ont un tag qui s'appelle plateforme et qui vaut Windows 2016. Okay ? Ensuite, je vais choisir à quelle fréquence je veux exécuter mes actions. Ici, en l'occurrence, il s'agit de rejoindre un Active Directory, donc je mettrai mes paramètres. Et puis, je pourrais écrire le résultat de ces commandes dans un bucket S3. C'est ce que j'ai fait pour les commandes que j'ai prédéfinies. Et je vous conseille fortement de le faire parce que c'est ça qui vous permettra d'avoir l'output de la commande. Et puis surtout de débugger et de comprendre pourquoi les choses ne se passent pas bien si elles ne se passent pas bien. Okay. Alors, on va en regarder quelques-unes, un peu au hasard.
Donc j'ai mes 5 instances, je crois que j'ai 2 instances Windows et 3 instances Linux. Alors on va prendre celle-là déjà, cette première action. Donc ici il s'agit de configurer, on va l'éditer, on va regarder ce qu'il y a dedans. Première association. Donc là il s'agit de vérifier que Windows Update est activé. Donc là je le fais toutes les 12 heures. On peut utiliser une syntaxe cron si on a envie. Donc je ne fais que vérifier. J'aurais pu lui dire vérifie que Windows Update est activé et installe toutes les updates. Mais là je ne fais que la vérification et j'écris le résultat de ces opérations dans un bucket S3 qui est là. On va les regarder. Ok, donc là j'ai mis un petit préfixe. Et donc je dois voir pour chacune de mes instances. Donc ça, c'est la référence de l'activation. Et là, je dois avoir mes instances. Voilà. Allez. Donc une fois de plus, pensez à le faire. C'est vraiment le... Voilà, je vais ouvrir le document, on va voir ce qu'il y a dedans, aucune idée. Ah. Oui, on va montrer ça. Voilà. Ok, donc là, ça me dit quoi? Ça me dit que, eh bien, on a successfully configuré Windows Update. Voilà, très bien, c'est une bonne nouvelle, c'est ce que je voulais faire. Ok, donc pensez vraiment à activer ce logging dans S3. C'est la seule façon que vous aurez d'avoir le résultat des commandes et une fois de plus de débugger s'il y a un problème. Ok. Donc voilà, et si j'ai envie, donc là je lui ai demandé de s'exécuter toutes les 12 heures, mais je pourrais aussi l'exécuter directement, donc c'est ce que je vais faire. Donc là je vois les 2 instances qui sont concernées, c'est les 2 instances qui ont le tag en question, le tag plateforme qui vaut Windows 2016, donc si je fais Apply Association, eh bien il va... à la demande, il va exécuter cette association. Voilà, donc je vois le statut pending, etc. Okay, donc on va le laisser faire ça. Et on va regarder autre chose. Okay, donc là, j'ai une autre association qui s'appelle Windows Inventory. Donc même principe. 2 instances qui ont été taguées. Et donc ça, cette association-là va me faire l'inventaire de toutes les instances Windows en question. On va regarder ce que ça donne tout à l'heure. Non, regardons maintenant, tiens. Donc là, je vais dans Manage Instances. Je vais choisir, par exemple, cette instance Windows-là. OK. Et là, vous voyez que j'ai un onglet Inventory. Et je pourrais lui dire, montre-moi les applications qui sont installées. Voilà. Et donc, je vois que sur cette instance, bon, j'ai pas grand-chose. J'ai l'agent System Manager qui tourne, quelques outils AWS, et j'ai installé Mozilla. Voilà, OK. Alors là, je le fais en console. Évidemment, comme d'habitude, on peut aussi le faire en ligne de commande. On peut automatiser tout ça. C'est un petit peu plus simple de vous le montrer. Si je regarde celle-là, voilà, là, c'est un Windows 2016 avec SQL Server. Donc là, automatiquement, il y a un peu plus de trucs. Voilà, SQL Server, .NET, etc., etc. OK. Voilà, et donc c'est pareil, ça tourne quoi? Toutes les, on va regarder. State Manager. L'inventory, c'est celui-là. Voilà, donc celle-là, c'est toutes les 12 heures. Okay, donc toutes les 12 heures, je fais cet inventaire. Et ça rafraîchit automatiquement l'inventaire que vous voyez là, dans Manage Instance. Okay. Et que vous pouvez ensuite interroger ou voir dans AWS Config. Alors on va prendre celle-là, tiens. Et donc là, je vais voir, voilà, je vois la vue chronologique de cette instance, je vois tous les événements. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, on va regarder. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un changement, oui, j'ai dû installer Firefox ou désinstaller Firefox. Et là, qu'est-ce que j'ai fait?
eh bien là, vous voyez, là, il y a un patch qui a été installé, on voit le numéro de knowledge base, etc., etc. Donc cette intégration est intéressante parce qu'une fois de plus, vous avez l'état instantané de l'instance dans l'inventaire ici, et puis l'historique graphique dans la console config. Okay. Donc voilà quelques exemples. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme opération? On a celle-là qui est intéressante, qui s'exécute ici toutes les 8 heures sur donc, mes 5 instances et qui va mettre à jour l'agent System Manager. Okay, donc simplement m'assurer que l'agent est bien à jour et qu'il est démarré. Okay. Et puis là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai un inventaire. Donc ça, c'est l'inventaire soft sur toutes les instances. Donc ça concerne aussi les instances Linux. Et là, j'ai Run Shell Script. Qu'est-ce que j'exécute là? Ah oui. Donc là, je vois la commande. Donc là, j'applique d'autorité, on va dire, les patchs de sécurité sur mes instances Linux et je fais ça toutes les 4 heures. Voilà. Donc je dois avoir mes 2 instances Linux ici. OK. Et si je me connectais dessus, allons-y. Ah bah, c'était fait, voilà. Donc par exemple, je vois mon instance Amazon Linux. Bon, vous voyez, elle a besoin d'updater 11 packages, mais pas les packages de sécurité qui ont été mis à jour. Okay. Donc ça, manifestement, ça a fonctionné. Donc voilà quelques exemples rapides. C'est toujours le même principe. Hein. On choisit, on crée une association, soit une association prédéfinie, soit une association que vous écrivez vous-même. Et puis ensuite, vous choisissez la liste des instances cibles, soit explicitement, soit via un tag. Et puis ensuite, vous définissez un planning d'exécution pour ces actions. OK. Alors regardons quelques documents. Donc là, je vais voir. Alors prenons quelque chose qu'on a regardé tout à l'heure. Run Shell Script, tiens, par exemple. Voilà, donc si je regarde ce document, qu'est-ce que je vois? Alors il y a quelques paramètres qui doivent être là. Donc il y a la commande évidemment à exécuter, enfin les commandes, le répertoire où les exécuter et le timeout, donc le temps maximum d'exécution de la commande. Voilà, tout simplement. Et ça, donc ça va être exécuté, comme on le voit là, ça va être exécuté par la run commande qui va se connecter sur ces instances et bien exécuter les commandes que vous avez définies. Okay. Donc là, voilà, si vous voulez voir en détail ce que fait une des règles prédéfinies, vous pouvez le faire là, vous pouvez le voir là. Et puis vous pouvez toujours créer évidemment un document et le faire vous-même, etc. OK. Très bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre avant qu'on passe aux questions? Maintenance Windows, oui, c'est exactement ce qu'on s'attend à trouver. Voilà. On crée une fenêtre de maintenance et puis on pourra s'en servir dans nos associations. Le parameter store, où voilà, vous allez pouvoir donner un nom à vos paramètres, une description, et puis ensuite une valeur. Donc soit une string, soit une liste de strings, soit une string sécurisée et qui sera chiffrée avec KMS. Okay. Donc, et vous pourrez vous y référer dans vos différents scripts. Puis les patchs. Donc là, on va avoir la liste finalement de tous les patchs Windows qui sont connus de System Manager. Donc vous pouvez les filtrer. Donc si j'ai envie de voir tous les patchs Windows 2016, tous les patchs de sécurité, voilà, par exemple. Tous les patchs de sécurité qui sont disponibles pour Windows 2016. Ok, donc les voilà. Donc ça, c'est une fois de plus le numéro de patch dans la knowledge base de Microsoft. Eh bien, je peux ensuite prendre ces numéros-là et je peux créer une activation qui va aller appliquer spécifiquement ces patchs-là, s'assurer qu'ils sont installés. Alors, on peut créer une baseline, on peut les appliquer spécifiquement.
pour m'assurer que tous ces patchs-là sont bien présents sur mes instances. Donc bien sûr, quand on a 2-3 instances, on le fait à la main, c'est pas un problème. Mais quand on en a des centaines, des milliers, vous vous doutez bien qu'on est obligé d'automatiser ça. Okay, et voilà, pensez bien, comme d'habitude, à aller copier ça, loguer ça dans S3. Donc là, on va aller voir par exemple ce qu'il avait sur les patchs de sécurité Linux. Donc ça, c'est les 2 instances où il a travaillé. La référence de l'activation. Voilà, et là on voit les exécutions successives. Alors on va prendre la plus ancienne, c'est sûrement là qu'il a dû appliquer quelque chose. Et on va voir s'il y avait des patchs à appliquer ou pas. Suspense. Open. Oui, merci d'ouvrir ça. Voilà, donc on voit là ce qu'on s'attend à voir, c'est-à-dire il fait le yum update sur les packages de sécurité. Voilà, donc là il y avait 31 packages en attente, mais aucun package de sécurité à appliquer. Okay. Donc vous voyez cette info de debug, ou tout simplement même de cette info de qu'est-ce que cette activation a fait, c'est dans S3 que vous la trouverez, donc pensez bien à loguer dans S3. Ok ? Bon, voilà ce qu'on peut dire de manière rapide sur System Manager. La meilleure solution, c'est évidemment de l'essayer et de le lancer sur quelques instances avec les inventaires, avec l'application des patchs, etc. C'est vraiment, vraiment simple à utiliser. Il n'y a pas de... Enfin, je n'ai pas trouvé de piège, en tout cas, s'il y en avait pour l'instant. Donc, juste pour résumer... je pense que c'est un outil qui est intéressant pour simplifier l'administration de vos instances. Bien sûr, il est ciblé sur des infrastructures hybrides, mais comme vous le voyez, bon là, je l'ai fait uniquement sur des instances EC2. J'aurais bien aimé vous le montrer sur des instances on-premise, mais avec notre configuration réseau au bureau, c'est un peu compliqué. Peut-être une autre fois. Mais voilà, à partir du moment où l'agent est installé sur votre serveur et où il arrive à communiquer avec AWS, vous pourrez faire la même chose sur des serveurs on-premise. Il est cross-platform, Linux, Windows, bon, sauf pour la gestion des patchs. On espère pouvoir livrer rapidement la gestion des patchs sur Linux. Il est scalable, il est sécurisé, vous pouvez stocker vos paramètres sensibles de manière chiffrée. Il est simple à automatiser. Vous avez vu, c'est des petits documents de JSON avec une syntaxe qui est vraiment une syntaxe toute simple. Si vous savez scripter, il n'y a aucun problème. Et eh bien, il est économique puisque son utilisation ne vous coûte rien. Si vous voulez commencer à jouer, n'hésitez pas. Hein. Vous avez vu que le service est disponible dans les régions européennes. Si vous voulez creuser les fonctionnalités avancées de cet outil, je vous recommande ces 2 sessions de reInvent. Donc Win 401 et Win 402 qui vont beaucoup plus loin dans l'utilisation de l'outil. Donc vous pourrez y trouver davantage de détails. Je vous rappelle que vous pouvez également rejoindre nos user groups. On a récemment passé, je crois, la barre des 2600 inscrits dans nos user groups français. Donc si vous en faites partie, merci beaucoup. J'espère vous croiser rapidement dans l'un de ces groupes. Si vous n'en faites pas partie, écoutez, jetez un œil sur meetup.com à l'activité des groupes. Et c'est d'une part très sympa et franchement de bon niveau. On a des présentateurs partout en France, des clients qui expliquent leur utilisation d'AWS. C'est vraiment pas mal. Le programme des webinaires des mois à venir. Donc en avril, 2 sessions sur les bases de données. Donc je ferai un premier deep dive sur RDS, Aurora et compagnie. Et mon collègue Julien Lépine, qui est notre spécialiste Microsoft, fera un webinaire sur SQL Server. Donc si vous êtes utilisateur SQL Server, ne ratez pas ça. En mai, on parlera de Big Data au sens large et des bons services à utiliser pour construire sa plateforme. Et au mois de juin, on fera une session spéciale pour les débutants ou les gens qui découvrent sur les services de base et comment bien démarrer avec AWS. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les enregistrements de nos webinaires sur YouTube, sur une chaîne qui s'appelle Amazon Web Services France, dont l'URL est là. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant de toutes les nouveautés. Et bien, dès que possible, nous posterons évidemment ces derniers webinaires sur cette chaîne. Tout se trouve là.
Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez appris 2 ou 3 trucs sur EC2 System Manager, que vous avez envie de l'essayer pour vous simplifier la vie. Et eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Je pense que Hugo va afficher le sondage. Alors, est-ce qu'on passe aux questions? Alors, questions. Allez, on va les prendre. Ah, il y a plusieurs questions sur les régions. Alors, soit j'ai pas été clair, soit vous avez été perturbé par l'interruption de service. Alors, attendez, on va revenir sur le... Ah, je l'ai raté. Donc, ce service est disponible dans de nombreuses régions. Dès que j'aurai trouvé le slide sur lequel j'ai la liste. Le voilà. Donc le service est disponible dans les régions américaines, en Amérique du Sud, il est disponible en Irlande, il est disponible à Francfort et il est disponible donc dans 4 régions en Asie-Pacifique. Voilà, donc c'est un service fondamental qui est lié à EC2. Je vois des gens qui me demandent est-ce qu'il est dispo, quand est-ce qu'il est dispo au Canada, quand est-ce qu'il est dispo à Londres, etc. Je suis assez confiant sur le fait qu'il soit progressivement déployé partout. Il est lié à EC2, donc on doit... Voilà, il y a aucune... EC2 est présent partout, donc ce service a vocation à être présent partout. Je réponds toujours la même chose dans ces cas-là, c'est même AWS a besoin de gérer les priorités. Donc je n'ai pas de date à vous communiquer pour les régions manquantes. Mais une fois de plus, le service étant lié à EC2, je pense qu'on va le voir arriver, un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, avec System Manager, est-ce qu'on peut piloter des machines sur d'autres clouds Oui, on peut. Il n'y a aucune restriction particulière. À partir du moment où vous exécutez un OS qui est dans la liste des OS supportés, et à partir du moment où l'agent est installé, et où il a une connectivité Internet qui lui permet de communiquer avec System Manager, eh bien vous pourrez gérer vos instances. Donc pas de souci, oui. C'est vraiment fait pour ça. Alors, je continue dans les questions. Alors, pour l'utilisation en mode hybride, est-ce que l'agent est en mesure de communiquer on-premise vers AWS sans utiliser de VPN? Alors après, c'est à vous de voir. Oui, enfin, il lui suffit d'avoir une connectivité, Internet. Maintenant, je ne conseillerais pas de faire de l'hybride hors VPN. Je pense que c'est absolument vital d'avoir un VPN entre votre infrastructure et le cloud AWS. Mais il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas de prérequis VPN. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pas de support de Debian. Ah, il y a toujours quelqu'un pour me la faire, celle-là. Non, pas de support de Debian. Pas de support de Debian. Amazon Linux, CentOS et RHEL. Voilà. Maintenant, on n'a pas d'opposition philosophique à faire Debian. C'est juste que j'imagine que on doit penser et on doit voir chez nos clients que c'est pas une distribution qui est en haut de la liste. Mais si suffisamment d'utilisateurs Debian la réclament, il n'y a pas de raison pour qu'on ne le fasse pas. Alors, pour le déploiement de patch Windows, est-ce que nous sommes en mesure de pousser des patchs spécifiques? Alors, tout à fait. Je ne l'ai pas montré parce que j'étais un peu à court de temps. Mais oui, vous pouvez, dans le patch manager, vous pouvez construire une liste explicite de patchs que vous voulez appliquer. En fait, vous pouvez même faire mieux que ça. Vous pouvez définir une baseline, donc un ensemble de patchs qui doivent être appliqués partout.
Si vous voulez pousser un patch, alors vous pourriez avoir ça, une baseline, un truc qui tourne toutes les 12 heures ou toutes les 24 heures et qui vérifie que à chaque fois qu'une instance, que les instances qui ont démarré, elles aussi ont la baseline, etc., etc. Donc histoire vraiment d'homogénéiser votre parc. Et puis vous pourriez exécuter manuellement, de dire là, il y a un hotfix qui vient de sortir sur, je sais pas, SQL Server ou Windows, et vous voulez pas attendre 12 heures ou 24 heures, vous pouvez tout à fait créer soit une run commande, soit une association, et dire voilà, je veux appliquer KB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur toutes mes instances taguées Windows, clic, et il va faire le déploiement. Donc oui, vous pouvez, à partir du moment où le patch est référencé dans la knowledge base, vous pouvez faire comme ça. Et si c'est un hotfix, on va dire, si c'est quelque chose hors Microsoft ou un hotfix peut-être d'une application que vous faites tourner sur vos instances, bah là aussi vous pouvez le déployer via une run commande. Et vous mettez le fichier dans le hotfix dans S3, vous faites une run commande qui va prendre le fichier dans S3, qui le claque sur toutes vos instances, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez à la fois faire du programmé, du périodique, et puis vous pouvez faire du ad hoc quand il y a vraiment une urgence. Alors, est-ce qu'on peut désinstaller un patch? Alors, j'ai pas vu dans les associations... J'ai pas vu de règles, j'ai pas vu d'association prédéfinie pour désinstaller. C'est une bonne idée. C'est vrai qu'on devrait le faire. On peut faire des exclusions de patch quand on fait des Windows Update ou des trucs comme ça. On peut dire tu n'appliques pas ça. Mais c'est vrai que j'ai pas vu la désinstallation. Donc ça, il faudrait le faire via une association. Il faudrait le faire via une association que vous développez vous-même. Mais on pourrait imaginer qu'on le rajoute aussi. C'est une bonne idée. Merci. Alors, System Manager a-t-il vocation à remplacer complètement les outils de déploiement habituels comme Ansible, Chef, Puppet? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est une question philosophique. Alors moi, je vais juste donner mon avis là-dessus. Hein. Moi, je vais dire non. Parce que je pense qu'on n'a pas... je pense qu'on n'a pas tout à fait la même flexibilité quand même. Je pense que quand on fait du Chef ou d'autres outils, on code... bon, prenons Chef. On code ses recettes, on écrit du code Ruby, on a une flexibilité totale, quoi. C'est-à-dire c'est programmatique, on fait ce qu'on veut, on peut faire des cas particuliers, on peut surtout réutiliser tout ce qui a déjà été fait par la communauté Chef. Et puis on fait du provisioning. Voilà, si on veut déployer un Apache et un MySQL ou un Nginx et je sais pas quoi, bon, les recettes sont déjà là, elles évoluent, elles sont supportées sur tous les OS, etc. Donc le provisioning applicatif fin, moi je continuerai à le faire avec mes outils favoris. Maintenant, je trouve que la gestion pour la partie purement, on va dire OS, la gestion des patchs, etc., les inventaires, etc. Je trouve que ces deux système managers en 2 clics, ça fait le boulot. Ça tourne sans que je me pose la question de quelle est l'infrastructure dont j'ai besoin pour le faire. Enfin, j'aime bien le côté manager, j'aime bien le côté le no-brainer, quoi. Voilà, je veux l'inventaire de toutes mes instances, toutes les 24 heures, clic, je l'ai. Maintenant, je ne suis pas sûr que j'utiliserai System Manager pour faire du déploiement toutes les 5 minutes ou pour faire... Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je garderai System Manager pour faire l'OS, les patchs, l'inventaire. Et je garderai mes outils de provisioning habituels pour faire le provisioning de services, le provisioning des applications. Bon, maintenant, voilà, il y a la moitié des gens qui ne seront pas d'accord avec moi et qui trouveront qu'on peut tout faire avec System Manager. Mais bon, je me méfie toujours de le nouvel outil qui remplace tous les autres.
Pour avoir eu la responsabilité de grosses flottes d'instances Windows il y a quelques temps, c'était un peu un calvaire de gérer les patchs, les Windows Update, etc. C'est clair que je trouve que cet outil résout davantage de problèmes Microsoft que de problèmes Linux, mais on va m'accuser d'être partial. Donc voilà, à vous de vous faire votre idée là-dessus, mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire coexister tous ces outils. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors on a répondu à ça. Alors sur le paramètre store, est-ce qu'on peut stocker un fichier? Alors manifestement pour l'instant non. On ne peut stocker que des valeurs. C'est vrai que je me suis posé la question aussi en jouant avec. Mais non, pour l'instant non. Donc je ne sais pas stocker, je sais pas, une clé par exemple, un fichier de clé, non. Donc pas pour l'instant. Ça viendra peut-être après, c'est une bonne idée aussi. Alors. Est-ce qu'on a encore un peu de temps, Hugo, ou est-ce qu'on est récré? Encore une? Alors, dernière question. Quel est l'avantage de passer par cet outil par rapport à créer une nouvelle AMI et à remplacer X machines en masse? Alors, je comprends ce que vous voulez dire, Jérôme, je vois bien. Simplement, si vous avez, on va dire, le problème de construire l'AMI, c'est que vous devez construire l'AMI, c'est que vous devez avoir toutes les ressources pour les faire. Ce que je veux dire par là, c'est que, prenons le cas de Windows, là, une fois de plus, est-ce que vous avez vraiment envie, toutes les 24 heures, de reconstruire une AMI Windows avec tous les patchs de sécurité qui sont sortis depuis 24 heures, etc., etc., et de faire une rolling upgrade sur toute votre plateforme? Ça me paraît violent, parce que vous allez, soit vous allez faire une rolling upgrade, donc vous allez remplacer et donc d'une certaine manière éteindre vos serveurs un par un et les redémarrer avec une nouvelle AMI, ou alors vous allez faire du blue-green. Je trouve que c'est dans de nombreux cas, c'est un peu le marteau pilon pour écraser une mouche. Je pense que si tout ce que j'ai envie de faire, c'est de m'assurer que Windows Update tourne toutes les 24 heures, bon, j'ai pas besoin de reconstruire des AMI et d'aller perturber mon infra. Je trouve que c'est un peu dur. C'est un peu dur de faire ça. Voilà. Je pense qu'une fois de plus, dans des logiques de patch, etc., on va essayer de... Si on peut appliquer les patchs sans rebooter le serveur ou sans remplacer le serveur, ça me paraît quand même préférable. Voilà. Après, oui, si votre politique de déploiement, c'est à chaque fois que vous avez une nouvelle release d'application, vous faites une AMI et vous la déployez, pourquoi pas. Mais imaginons que vous fassiez ça toutes les 24 heures. Bon, s'il y a des patchs à appliquer entre les 24 heures, entre deux releases, peut-être que System Manager, ça permet là aussi de dire si Windows Update est activé, j'applique les patchs, et puis bon, je ne recrée pas la nouvelle AMI tout de suite. Recréer une AMI à chaque fois qu'on change un micro-truc, ça me paraît un peu violent, mais pourquoi pas. On est à court de temps? Ok. Et il va falloir que je choisisse un gagnant et que je me fâche avec tout le monde, c'est ça? Bon. Eh bien... allez, on va faire gagner Guillaume. Est-ce que System Manager a vocation à remplacer les outils habituels? Voilà, donc bravo Guillaume, merci pour la question et merci pour toutes vos questions. Il en restait d'autres, mais malheureusement on est à court de temps. Et on va reprendre dans 5 minutes. Juste le temps de boire un petit café et surtout restez avec nous. Restez avec nous pour le deep dive EC2. C'est une session vraiment technique, vraiment assez hardcore. Donc si vous vous êtes souvent posé la question de comment on optimise des instances EC2, restez avec nous. Là, on va parler de sujets vraiment pointus. Pour les autres qui ne souhaitent pas en entendre parler, pas de souci. On vous rend à vos activités normales. Merci à tous de votre présence. Et donc rendez-vous en 5 minutes pour la suite de ce webinaire. Merci beaucoup, à tout de suite.